Tout futur traité ou entente que signerait par la suite le gouvernement d'un Québec indépendant devrait nécessairement être basé sur les principes d'égalité et de respect de la souveraineté des différents États concernés. Bon. Là, j'ai abordé la question de nos rapports économiques, le Canada anglais et les États-Unis. On a parlé de la nécessité de déclarer unilatéralement l'indépendance, mais ça ne permet pas de tout régler d'un seul coup. Il y a d'autres questions qui sont sous-jacentes à toute la stratégie. La déclaration unilatérale d'indépendance du Québec ainsi que la nouvelle constitution dont se doterait le Québec confirmerait le fait que le Québec reprend immédiatement et sans autre délai possession de toutes les terres, biens et propriétés anciennement sous le contrôle du fédéral canadien, du gouvernement fédéral canadien. Il est en même temps évident qu'il faudrait éventuellement en venir à une entente avec le gouvernement canadien concernant la cession de tous ses biens et propriétés. Ça, c'est comme un divorce. Une fois que tu peux te séparer, puis ultimement te divorcer, mais quelque part, il va falloir que tu ailles t'asseoir avec ton ex-conjoint ou ton ex-conjointe, puis négocier avec ou négocier avec les avocats pour qu'est-ce qu'on fait avec le partage des biens puis des dettes. Mais ça va être la même chose avec le fédéral. Une fois cette déclaration unilatérale faite, le gouvernement du Québec ferait tout en son pouvoir pour s'assurer qu'une telle entente serait conclue dans les meilleurs délais ainsi qu'aux meilleurs avantages des deux parties. Une telle entente devrait aussi inclure non seulement le partage des actifs, mais le partage des dettes. Un petit commentaire par rapport à ça. Je me souviens très bien en 1995, quand Chrétien disait « Si le Québec se sépare, il n'y en aura pas de négociation. » Sauf qu'une fois que le référendum était terminé, il y a un documentaire qui a été publié par Radio-Canada qui s'appelle « Rupture », que moi j'ai trouvé très très intéressant. Parce que pendant que tout le temps qu'il y a eu la campagne référendaire de 1995, la position officielle du gouvernement fédéral, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune négociation. Mais c'était une position complètement stupide, parce que même si tu veux aucune forme d'association, il faut que tu t'assoies pareil pour juste, ne serait-ce que pour conclure une entente finale au niveau du divorce complet. Puis ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans les derniers jours, le documentaire Rupture de Radio-Canada, il démontre que dans les derniers jours qui ont précédé le référendum, alors que les sondages donnaient une victoire possible du oui, puis le fédéral savait très très clairement qu'à ce moment-là, en 1995, même avec 51 ou 52% des voix, le gouvernement allait faire l'indépendance, même avec une majorité de 51 plus 1. Ils n'ont pas perdu de temps et ils ont commencé à négocier entre eux pour savoir comment on allait dealer avec le Québec. Puis dans le document Rupture, ils parlent même du fait qu'il y avait eu des réunions au sommet où ils prévoyaient éliminer, pas éliminer physiquement, mais tasser Chrétien et puis faire des changements au niveau de la direction pour s'assurer qu'on puisse effectivement négocier avec le Québec. Fait que même si le fédéral a toujours dit qu'il ne négocierait jamais avec un Québec souverain, dans les faits, ils n'auront pas le choix que d'aller négocier avec les autres. De manière urgente, ce gouvernement aura également à reprendre les pleins pouvoirs en matière de justice, y compris au niveau criminel, ce qui relève actuellement et exclusivement des compétences fédérales. Il devra également mettre en place son propre système de cour de justice et de juges, ce qui inclurait la mise en place pour le Québec de sa propre Cour suprême. Par rapport au dossier d'une éventuelle association entre un Québec pleinement indépendant et le Canada, cela devra également faire le sujet de négociations qui pourront ou non se faire en même temps ou après. Ça m'amène à la question, l'éternelle question, oui à la souveraineté et à l'indépendance, mais qu'est-ce qu'on fait avec une éventuelle association? Est-ce qu'on veut une association ou on n'en veut pas? Ma propre position personnelle là-dessus, c'était la position du PCQ jusqu'à maintenant, on verra qu'est-ce qu'ils vont dire en décembre au Congrès, c'était qu'une association est préférable, souhaitable, mais non essentielle. En d'autres termes, pour danser le tango, ça prend 2 personnes. Si l'autre bord, ils ne veulent pas, ben, tu n'es pas obligé d'avoir une association, tu peux t'associer avec d'autres pays, notamment les pays d'Amérique latine.
Selon moi, la question, le mouvement souverainiste s'est beaucoup attardé dans les débats entre souveraineté, association, souveraineté, association, le tiret, puis tout ça. Et selon moi, c'est pas une perte de temps, mais c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu maintenant, parce qu'essentiellement, ça va dépendre de comment les choses vont tourner. Ça va dépendre du rapport de force, ça va dépendre aussi des débats qui vont se faire au niveau politique au Canada anglais, parce que c'est une affaire qui se discute à deux. Puis de vouloir prévoir d'avance comment ça va tourner, considérant qu'il y a tellement de questions là-dedans qui peuvent influencer le cours des choses, c'est un peu prématuré. Ce qui est important, selon moi, c'est de clairement identifier que nous, on veut un Québec souverain, indépendant, et qu'on va le faire sans même demander la permission au gouvernement fédéral, indépendamment s'ils veulent s'associer ou non avec nous. J'ai toujours pensé une chose, et c'était d'ailleurs quand il y a eu la crise en 2005 entre le PCQ et le Canada, le Parti communiste du Canada, on m'accusait d'avoir propagé la théorie de l'électrochoc. Mais selon moi, l'analyse des 20 dernières années démontre une chose très très claire. Le Québec gagne et le Canada anglais change son attitude face au Québec quand le Québec se tient debout. Et c'est assez intéressant de voir comment l'attitude du Canada anglais change à chaque fois qu'on se rapproche d'un référendum et qu'il y a une possibilité qu'effectivement le Québec devienne souverain ou que la mécanique ou le processus se mette en branle. Alors là, il commence à s'énerver, là, il commence à dire « Oups, c'est sérieux ». Puis quand les sondages retombent à 41-42 ou en bas de la barrière du 40 bien là, c'est comme s'il n'y a plus de problème, fait que là, le naturel revient au galop. Ça m'amène à l'autre point, la question des relations avec les peuples autochtones et inuits. Question qui est toujours un peu tabou, même et en particulier dans le mouvement souverainiste. Qu'est-ce qu'on va faire avec les nations autochtones inuits? Quelle sera notre attitude par rapport à ça et quelle sera leur attitude? De notre côté, nous, ce qu'on pense, c'est qu'un Québec indépendant devra nécessairement reconnaître à ses peuples les mêmes droits que nous réclamons pour nous autres. Ça, c'est le principe de base. Tu ne peux pas réclamer pour toi-même quelque chose si tu n'es pas prêt à le reconnaître pour les autres qui vivent une situation similaire. Et quant à nous, le fait qu'on soit 6, 7, 8 millions de personnes, puis que les peuples autochtones inuits représentent une masse, je ne sais pas, de 50, 60, 100 000 personnes, qu'on n'ait pas les mêmes nombres, ça ne change pas, les droits politiques ne sont pas affaire de nombre. Ce qui est affaire de nombre, c'est la manière dont on va traiter ces droits-là et comment on va les mettre en pratique. Mais selon moi, les peuples autochtones ont le droit à la souveraineté et à décider de leur propre avenir de la même manière que nous, on a le droit de le faire. Et là, j'aimerais peut-être une petite nuance par rapport à ce qui est des fois mentionné dans Québec solidaire. Quand on parle de constituante, quand on parle de faire élire un mouvement indépendantiste, première constatation, les peuples autochtones inuits, en général, ne participent jamais dans les élections. Moi, j'ai vécu à un moment donné une expérience, c'était en 2002. Il y a eu une élection parlementaire au nord là, de Shawinigan. Je ne me souviens plus de comment ça s'appelle la circonscription, c'est la plus grosse circonscription au Québec, c'est tout le nord de la Mauricie. Et l'Union des forces progressistes, qui venait juste de naître, a présenté un candidat, et on a présenté un candidat Atikamekw. Ça, c'est une des nations autochtones au Québec. Et puis, l'une des plus grosses réserves est justement dans la circonscription en question. Et on s'est dit, waouh, là, ça va marcher notre affaire, parce qu'on a un candidat Atikamekw. Puis les Atikamekw vont tous voter pour leur candidat. Erreur. Ils n'ont pas voté pour leur candidat Atikamekw, parce que de manière générale, ils considèrent que le processus électoral, ce n'est pas leur processus à eux autres. Ils ne participent pas à ça. Si on est pour mettre en place une constituante au Québec, on ne devrait pas dire aux Autochtones, venez participer à cette constituante-là, on va vous réserver une coupe de sièges. Ça serait comme de dire, pour décider de l'avenir du Québec, on va créer une assemblée constituante pour tout le Canada, puis le Canada va nous réserver une coupe de sièges. On trouverait ça offensant
les Autochtones